Bon, écoutez, il est quasiment 19h05, donc nous allons commencer ce webinaire. Je suis très heureuse de vous accueillir tous et au premier chef d'accueillir Camille, que nous aurions préféré rencontrer en chair et en os à l'adresse. Ça sera pour une autre fois. Et je tiens à vous présenter à côté de moi, assise à côté de moi, Anna Ezekiel qui va animer ce webinaire avec moi. Anna a déjà la qualité d'être toulousaine. Elle est notre assistante pour le projet de l'Arc de Triomphe et elle prépare un master, elle est en train de rédiger un master sur 2 artistes femmes, donc Penny Slinger et Linder. Et à ce titre-là, ça me semblait cohérent, enfin normal, de l'inviter à participer à ce webinaire, étant donné ses sujets d'intérêt. Alors Camille, merci aussi d'être là ce jour-là. Écoutez, c'est un heureux hasard de calendrier, c'est la semaine de la femme. Vous venez aujourd'hui, le Aware vient de donner un prix, le prix Aware 2021 à une artiste. Nous vous laissons l'annoncer. Et aussi, comme autre, je dirais, coïncidence, il y a le fait que le printemps de septembre, les familles de septembre existent parce qu'il y a le printemps de septembre. Et le printemps de septembre, c'est la création d'une femme. C'est Marie-Thérèse Perrin qui, en 1991, a créé ce festival, tout d'abord à Cahors, qui depuis 2001 est à Toulouse. Et donc, ça me semblait aussi, à ce titre-là, intéressant de cette conjonction entre la passion d'une femme qui a invité à être comme commissaire plusieurs femmes, je citerai Christine Massel ou Martha Gilly, par exemple, et donc je trouvais qu'il y avait un alignement des étoiles. Voilà. Camille, avant de vous donner la parole, je voudrais dire 2 mots sur vous. Vous êtes conservatrice du patrimoine, vous avez travaillé pendant 20 ans dans des musées, 10 ans d'ailleurs au Centre Pompidou. Vous avez été aussi, entre 2016 et 2019 directrice de la Monnaie et je dirais votre premier fait d'armes dans le domaine dont vous allez nous parler ce soir, c'est l'accrochage que vous avez fait en 2009 au Centre Pompidou où n'étaient présentées que des femmes. L'accrochage du Centre Pompidou était à 100% féminin et c'était vraiment une première. Je vais vous passer la parole maintenant pour nous parler de cette association Aware, volontairement avec un intitulé anglais, comme vous venez de me le confirmer, parce que cette association avait dès le départ une vocation internationale. Et Aware, c'est pour Archivists of Women Artists, Research and Exhibitions. Maintenant, je vous passe la parole et avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Anne-Laure, je suis ravie de cette invitation, ravie de faire votre connaissance à tous et à toutes ce soir. Je regrette de ne pas le faire effectivement en présentiel comme on dit maintenant. Ah oui. Je me réjouis de venir à Toulouse un jour, qui est une ville que je connais bien. Ma meilleure amie y vit, donc je vais très souvent à Toulouse. J'ai beaucoup de plaisir à aller dans cette ville. Une ville de culture, une ville de soleil, une ville voilà, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié. Et bien évidemment, je viens régulièrement voir le printemps de septembre. J'espère que vous n'êtes pas trop gênés par l'écho de ma voix. Ça va? Ça va. Ça va aller. Bon. Ça va aller. Voilà, écoutez, je voulais donc vous présenter ce soir un peu mon parcours, comment j'en étais venue à m'intéresser aux artistes femmes, comme un sujet qui n'est pas un sujet d'ailleurs exclusif. Je continue à montrer des artistes hommes, à m'intéresser aux artistes hommes, mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai découvert que le sujet des artistes femmes était un sujet important, intéressant et surtout sous-évalué dans l'histoire de l'art, et c'est ça dont je vais vous parler ce soir.
Donc, la première slide consiste à vous montrer les manuels à partir desquels j'ai appris l'histoire de l'art il y a assez longtemps, puisque j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Donc, à l'époque où l'histoire de l'art était enseignée, quand j'étais jeune, les manuels ne mentionnaient quasiment aucune artiste femme. Donc, l'histoire de l'art s'écrivait au masculin, aussi bien de l'Antiquité jusqu'à nos jours, y compris au XXe siècle, qui pourtant, aujourd'hui, on le sait, comporte beaucoup d'artistes femmes importantes. Image suivante. Donc, c'est cette histoire de l'art que j'ai connue, alors même que, étant étudiante à l'école normale supérieure, je connaissais bien l'histoire de la littérature, où là, par contre, de nombreuses femmes m'étaient présentées comme étant importantes. Je pense par exemple à Marguerite Duras ou aux sœurs Brontë, donc des figures très importantes de la littérature qui n'avaient pas vraiment leur équivalent quand j'étais jeune dans l'histoire de l'art. J'ai eu la chance d'étudier l'histoire de l'art aux États-Unis et donc de découvrir assez vite, à la fin des années 80, ce qu'on appelle aujourd'hui les gender studies, c'est-à-dire des études qui consistent à interroger les sciences humaines à partir du biais du genre et de s'interroger sur le point de vue qu'on a sur des sciences dites objectives, aussi bien l'histoire que l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature ou toute autre science humaine. Et on se rend compte très vite que la plupart de ces histoires ont été écrites par des hommes, pour des hommes, et qu'elles ont bien souvent oublié les artistes femmes ou les femmes créatrices, de même que bien souvent, elles ont oublié les personnes racisées. Elles ont été écrites donc par des hommes blancs, comme on dit maintenant, white male. Et donc, c'est cette catégorie d'études universitaires qui m'a beaucoup marquée dans ma jeunesse et que j'ai ensuite essayé d'appliquer à mes différents postes. Je veux bien l'image suivante. Voilà les quelques artistes que la plupart des gens sont capables de citer quand on leur demande quels sont les artistes que vous connaissez au XXe siècle. Les noms qui reviennent le plus souvent, c'est Sonia Delaunay, Louise Bourgeois, Annette Messager, Niki de Saint-Phal et, pour les gens un peu plus pointus, Marina Abramovic. Donc, généralement, une moyenne de 5 noms qui vont varier un petit peu d'une personne à l'autre selon qu'on s'adresse à des spécialistes du XXe siècle ou des gens qui sont plutôt spécialistes de la Renaissance ou du XIXe siècle. Image suivante. La vérité, c'est qu'il y a bien plus de 5 artistes connus dans l'histoire du XXe siècle. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer en 2009, lors, vous avez parlé de cet événement très important dans ma vie, où pendant 2 ans, j'ai montré dans les collections permanentes uniquement des artistes femmes. Alors, replaçons-nous, c'était il y a 10 ans. À l'époque, quelques musées avaient montré des expositions d'art féministe, mais aucun musée n'avait fait l'exercice que j'ai fait au Centre Pompidou, c'est-à-dire de consacrer les collections permanentes, donc pas une exposition, mais les collections permanentes aux artistes femmes. Vous le savez sans doute, les collections permanentes dans un musée, c'est l'outil qui permet de raconter l'histoire de l'art. Le musée est un lieu de savoir. Donc, c'est là où on s'attend à voir l'histoire de l'art racontée du début du XXe jusqu'à la fin. Et donc, cet exercice consistait à raconter l'histoire de l'art uniquement avec des artistes femmes, ce qui était assez scandaleux, ou en tout cas étonnant en 2009, puisque ça n'avait jamais été fait. Donc, pour ce faire, j'ai pas travaillé toute seule, j'ai travaillé avec un collectif d'amis et collègues conservateurs et conservatrices, que je peux citer aujourd'hui parce que vous allez reconnaître leur nom. Il y avait Cécile Debray, qui est aujourd'hui directrice de l'Orangerie, Emma Lavigne, aujourd'hui présidente du Palais de Tokyo. Il y avait Quentin Bajac, qui est directeur du Jeu de Paume, Aurélien Lemonnier, qui a été un moment à la Cité de l'Immigration, et Valérie Guillaume, qui dirige le musée Carnavalet. Tous ces collègues étaient mes co-organisateurs et co-commissaires de cette grande exposition. Et on s'était aussi adjoint l'aide de 5 chargés de recherche, dont par exemple Nathalie Arnoux, qui continue à travailler beaucoup sur ces questions-là.
Donc, cette équipe de 10 personnes a travaillé pendant 1 an et demi, ce qui est assez court, pour produire une exposition, parce que c'était quand même un petit peu comme une exposition, de 8000 m², puisqu'il s'agissait d'occuper les 2 étages du Centre Pompidou, le 4e et le 5e étage. Donc, vous avez ici quelques vues de cet accrochage des collections, avec à gauche une des premières salles de l'exposition, avec 2 œuvres de Suzanne Valadon, et à droite, en haut, une grande salle qui s'appelait Excentrique Abstraction. Vous voyez une œuvre de Eva Hesse, une grande installation de Yayoi Kusama, derrière une œuvre de Lee Bontekoe, et en bas, une œuvre de Orlan qu'on avait achetée pour l'occasion, pour l'ouverture de cette exposition, elle, à Centre Pompidou. Image suivante. En même temps que je travaillais sur cette grande exposition, qui a montré quand même 300 artistes et 1000 œuvres pendant presque 2 ans, j'ai développé un site internet parce qu'il me semblait important de mettre dans un contexte toutes ces artistes femmes, dont la grande majorité était finalement assez peu connue. Donc, j'ai créé à l'époque un site internet en collaboration avec l'INA où on pouvait à la fois découvrir les œuvres des artistes femmes, leur biographie, mais aussi des films documentaires. Vous voyez à droite une grande fresque chronologique où coexistaient des documentaires sur les artistes, mais aussi des films sur la politique, sur le contexte économique des années, de ces différentes années du XXe siècle. Image suivante. Quelques années après l'expérience de Elle au Centre Pompidou, j'ai eu une autre expérience très importante qui est la rétrospective Niki de Saint-Phal au Grand Palais, qui a eu lieu fin 2014, début 2015. Alors même que Niki de Saint-Phal a été décédée au début des années 2000, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai rencontré cet artiste que je croyais connaître et dont j'avais une image finalement assez fausse. Et dont j'ai essayé de montrer dans la rétrospective du Grand Palais que c'était une artiste complexe, une artiste engagée et surtout une des premières artistes féministes. J'avais donc choisi un poster pour l'exposition assez significatif. On y voit l'artiste tirer. C'est une photo qui a été prise lors de ses performances, lors de ses tirs. Vous savez qu'elle a pris la carabine et qu'elle a tiré sur des tableaux, ce qui en fait une des premières performeuses de l'histoire du XXe siècle. Et sur l'image de droite, vous voyez une des salles de l'exposition, qui était la salle des nanas, où coexistaient 2 nanas au centre, une nana blanche et une nana noire, puisque Niki de Saint-Phal a été une artiste très engagée sur la question, la question noire. C'est la raison pour laquelle elle a quitté les États-Unis pour s'installer en France dans les années 50, parce qu'elle considérait que les États-Unis étaient un pays raciste. Et cette question noire l'a beaucoup travaillée. On la retrouve en particulier dans son choix de la couleur de peau de ces nanas. Il y a beaucoup de nanas noires qui coexistent avec des nanas blanches, mais aussi des nanas jaunes et des nanas roses. Donc on voit que Niki de Saint-Phal a été une féministe qu'on appelle maintenant intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elle a aussi bien interrogé la question du genre que la question de la race. Image suivante. Donc, deux autres extraits de cette exposition. En haut, un des couloirs où je montrais que Niki de Saint-Phal, avant d'être artiste ou en même temps qu'elle était artiste, était mannequin. Il fallait bien qu'elle gagne sa vie parce qu'elle a peu vendu d'œuvres au début de sa carrière. Et dans l'image de droite, la salle des tirs, où vous découvrez ces œuvres donc réalisées à partir de performances où elle tirait sur les tableaux. Des tableaux qu'elle avait préparés en mettant des poches de couleurs derrière le plâtre, de telle sorte que les balles faisaient éclater ces poches de couleurs. La couleur se répandait sur les tableaux. On avait des tableaux abstraits, finalement assez proches de l'expressionnisme abstrait américain, qui avait lieu à peu près à la même époque, à la fin des années 50 aux États-Unis. Image suivante. Alors, troisième exemple d'exposition d'artistes femmes, peut-être un peu moins connue que les 2 premières. C'est une exposition que j'ai réalisée au Havre fin 2016 sur quelques artistes femmes africaines, parce qu'il me semblait que c'était un continent très peu connu. Et donc, j'étais une des premières à montrer la photographe Zanele Muoli, que vous découvrez sur l'image de gauche,
une artiste qui est montrée actuellement ou qui serait montrée actuellement à la Tate si la Tate pouvait ouvrir. Et c'est une artiste dont j'espère qu'on verra l'exposition dans quelques mois après la Tate à la Maison européenne de la photographie à Paris. Image suivante. Donc, c'est une vue de l'intérieur de l'exposition, de cette exposition qui s'appelait donc L'autre continent, femmes artistes africaines, où j'ai montré différentes générations d'artistes femmes ayant vécu et vivant toujours en Afrique. Image suivante. Quatrième exemple d'exposition d'artistes femmes, c'est la première exposition que j'ai faite à la Monnaie de Paris, donc fin 2017, ça s'appelait Women House. Et là, il s'agissait d'explorer une thématique qui me semblait commune à beaucoup d'artistes femmes, qui était la manière dont elles ont représenté l'espace domestique ou l'architecture, d'où le titre de l'exposition Women House. Et vous découvrez sur cette slide une des premières œuvres de l'exposition qui était le tipi réalisé par Nili Alter au milieu des années 70. Vous savez que Nili Alter était une artiste turque qui a émigré en France, qui s'est installée en France, qui a été une artiste féministe très tôt et qui est aussi beaucoup intéressée à l'émigration, aussi bien des artistes hommes que des artistes femmes. Une artiste très engagée que j'avais choisi donc de montrer en introduction de l'exposition Women House. Image suivante. Voilà donc d'autres exemples des œuvres que j'ai montrées dans cette exposition à la Monnaie de Paris. Il y avait des vidéos, comme on le voit sur l'image de gauche, avec notamment une vidéo de Monica Bonvicini, une artiste que j'aime beaucoup. Et à droite, une pièce de Rachel Whitehead, une artiste anglaise aussi assez connue, où elle a fait un échiquier féminin, puisque dans cet échiquier s'opposent différents objets de l'espace domestique de la femme. Image suivante. Donc, dans cette exposition voisinaient des sculptures, des petites œuvres, des dessins, des photographies, mais aussi des œuvres quasi architecturales, comme à gauche cette grande tente de... le nom m'échappe, pardon, c'est une artiste italienne que j'avais montrée dans Elle. Bon, ça va me... Carla Accardi. Voilà. Accardi, d'accord. Et à droite, une autre tente de Lucie Horta. Voilà, j'ai essayé de montrer que beaucoup d'artistes femmes s'étaient intéressées à ces architectures éphémères, transportables, que sont les tentes. Image suivante. Évidemment, l'exposition commençait et se terminait par deux de mes artistes préférés, Louise Bourgeois et une araignée géante, qui est une forme aussi d'architecture, et Niki de Saint-Phal, avec une nana maison, puisque Niki de Saint-Phal a beaucoup travaillé sur l'architecture. Elle a conçu ces nanas comme étant souvent des maisons dans lesquelles on pouvait se réfugier et pourquoi pas vivre. Et elle a réalisé beaucoup de ces nanas maisons dans un grand jardin, le jardin des Tarots en Italie, où on peut les découvrir. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce jardin, c'est vraiment un lieu à découvrir qui est formidable. Et vous y verrez des maisons, des palais réalisés par Niki de Saint-Phal à l'échelle de maisons dans lesquelles on peut rentrer. Elle a d'ailleurs vécu dans l'une de ces maisons pendant presque 10 ans, pendant qu'elle construisait ce jardin des Tarots. Image suivante. Donc, c'est forte de ces différentes expériences que j'ai décidé de créer en 2014, au moment où s'ouvrait l'exposition Niki de Saint-Phal, cette association qui s'appelle Aware. Et comme le disait Laure Martin, j'ai choisi un nom anglais parce que je voulais que ce site internet, parce que c'est un site internet, soit international, soit bilingue, afin que tout public, aussi bien français qu'étranger, puisse y avoir accès. Aware avait pour objet d'être un outil qui est finalement l'outil qui m'avait manqué lorsque j'avais créé l'exposition Elle au Centre Pompidou. Un outil qui permet d'avoir accès à ces nombreuses artistes femmes, ces centaines d'artistes femmes qu'on ne connaissait pas à l'époque et que j'espère qu'on connaît mieux aujourd'hui. Montrer que les artistes femmes ont été nombreuses, qu'elles ont été nombreuses pendant tout le XXe siècle, elles ont travaillé toutes les techniques, elles ont fait partie de toutes les avant-gardes, de tous les mouvements.
Aware est donc un outil qui permet de replacer toutes ces artistes femmes dans leur contexte et de rendre plus paritaire l'histoire de l'art. Image suivante. Donc, c'est un site internet qui est aujourd'hui unique au monde, dédié aux artistes femmes du XXe siècle. Alors, il y a 2 jours, on a annoncé avec le musée d'Orsay un grand partenariat qui nous permet d'ouvrir Aware au XIXe siècle. Donc, aujourd'hui, Aware va s'intéresser au XXe et au XIXe siècle. On a aujourd'hui 730 notices biographiques d'artistes femmes de plus de 80 pays, qui sont complétés par 140 articles de recherche écrits par des chercheurs de tous les pays, qui peuvent être des comptes rendus d'exposition, des entretiens. On a une rubrique qui s'appelle la rubrique magazine. On propose aussi des parcours thématiques à destination de tous les publics, notamment des lycéens, des lycéennes et ou des amateurs ou amatrices d'art qui ne sont donc pas forcément des spécialistes d'histoire de l'art. Afin de s'adresser à un public beaucoup plus large, on a aussi créé des séries animées destinées aux enfants qui s'appellent Petites histoires de grandes artistes, afin que les enfants et les professeurs découvrent l'importance des artistes femmes, parce qu'on sait que les stéréotypes se construisent très tôt à l'école et que c'est là où il faut briser ces stéréotypes. J'ai lancé aussi pendant le confinement des podcasts, parce qu'il me semble que le son est un outil d'apprentissage très important aujourd'hui, en particulier pour les adolescents et jeunes adultes qui écoutent beaucoup de podcasts. Et j'ai lancé tout récemment un podcast inédit à partir d'archives de l'INA pour faire écouter, pour que les voix d'artistes femmes qui sont passées à la radio puissent être redécouvertes. J'ai commencé d'ailleurs par un podcast sur Niki de Saint-Phal, et le second podcast qui va bientôt paraître sera consacré à Louise Bourgeois. Nous avons aujourd'hui environ 45 000 visiteurs par mois sur le site Aware, qui est assez important pour un site de recherche. Slide suivante. Donc, je suis assez fière de ce résultat. Donc, Aware, en bref, c'est un centre de documentation à Paris, boulevard Saint-Germain, qui rassemble plus de 2500 références, c'est-à-dire des livres, en temps normal, ouverts au public, sur rendez-vous et assez bien fréquenté par beaucoup de chercheurs. Aware produit aussi des colloques, des journées d'études, des tables rondes, aussi bien en France et à l'étranger. Comme le disait Laure Martin, nous dédions des prix à 2 artistes femmes par an, une artiste émergente et une artiste dont nous récompensons la carrière, un prix d'honneur. Nous avons effectivement ce matin au Palais de Tokyo décerné 2 prix. Le prix d'honneur a été décerné à Barbara Chase-Ribou, qui est une artiste noire qui vit en France depuis des années, une artiste franco-américaine, qui est sculptrice, mais qui est aussi romancière et poétesse, et qui, alors même qu'elle vit en France depuis des années, n'a jamais eu de rétrospective dans son pays. Et le prix Aware a été décerné à Gaëlle Chouane, une artiste formidable d'origine antillaise, haïtienne, qui a aussi un travail de sculptrice très riche. Et je suis donc très fière de ces deux nominations. Nous avons aussi récemment participé à des foires, parce que les foires, c'est un moment de rencontre où les amateurs d'art, les collectionneurs, les galeristes et les conservateurs de musées se rencontrent. Et on a participé donc à des foires pour faire découvrir les artistes femmes dans ces foires, donc proposant des visites en fait un peu thématiques autour des artistes femmes. On l'a fait dans Art Paris en 2019 et à New York à l'Armory Show en 2020. Image suivante. Nous avons donc 2 missions, à la fois la recherche et la collecte d'informations sur les artistes femmes, mais aussi la diffusion et le partage de ces informations à travers le monde grâce au site internet. Image suivante. Je vais passer vite. Donc voilà l'image, voilà la page d'accueil de notre site. Vous voyez à la fois, on propose une petite vidéo très courte pour présenter Aware. On a des parcours thématiques intitulés Découvrir. On a des actualités qui présentent les expositions en cours. Et on peut aussi avoir accès à des portraits d'artistes. Image suivante.
auxquels on peut accéder par un index alphabétique, mais aussi par leur pays de travail, par leur technique, par leur sujet. Donc, plein de mots-clés qui permettent à plein de visiteurs différents d'arriver à ces 700 notices biographiques. Nous avions des bandes chronologiques qui étaient de 1860 à 1972 comme date de naissance. Et comme je viens de vous le dire, nous nous ouvrons tout récemment au 19e siècle. Image suivante. Voilà un exemple d'une notice biographique dédiée à Augusta Savage, qui a été une des premières artistes noires à être connue aux États-Unis. C'était une sculptrice qui d'ailleurs s'est formée en venant à Paris au début du XXe siècle et qui est revenue aux États-Unis et qui est une des fondatrices de l'école de Harlem, qui est une école qui a mis en valeur justement les artistes noirs américains, les peintres, les sculpteurs, mais aussi les musiciens. Donc une artiste très importante à découvrir ou à redécouvrir. Image suivante. Voici une carte qui montre à quel point AWARE est international. Vous voyez que nous sommes présents dans tous les continents. Alors certes, beaucoup plus présents en Europe et en Amérique du Nord, mais aujourd'hui, 28% des notices biographiques portent sur des artistes femmes issus de pays extra-occidentaux, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient. Image suivante. En particulier parce que nous avons cette année été partenaires de la saison Africa 2020. Nous avons donc nous sommes en train de faire paraître une quarantaine de biographies d'artistes africaines. Comment peut-on faire travailler autant, produire autant d'informations? C'est grâce à des partenariats avec de nombreuses institutions, tant en France qu'à l'étranger. J'en cite certaines sur cette slide. Le Hammer Museum, grâce auquel nous avons publié beaucoup d'artistes femmes latino-américaines. Le musée Mamac de Nice, qui, comme vous le savez, a ouvert une magnifique exposition sur les femmes pop, que fort heureusement, elle va réussir à prolonger jusqu'à cet été, donc j'espère qu'on pourra la voir. Le musée d'Orsay, avec lequel nous venons de lancer donc, ce grand partenariat sur les artistes femmes du 19e. Le musée national d'art moderne, avec lequel nous travaillons en ce moment en préparation de l'exposition qui va ouvrir dans quelques semaines sur les artistes femmes dans l'abstraction. Nous travaillons avec le musée pour que les artistes femmes montrées dans l'exposition aient une notice sur le site AWARE. Et nous ferons aussi ensemble un colloque sur l'artiste femme abstraite. À venir en 2021, un travail sur la question queer, un focus sur la Nouvelle-Zélande, un focus sur Israël, un grand partenariat sur le Canada et, je l'espère aussi, un travail précis avec la Tate et avec les Asian Art Archive en Asie. Image suivante. Un petit focus sur la manière dont on travaille aujourd'hui, donc des partenariats avec les musées évidemment, mais aussi des partenariats avec les universités et les chercheurs et les chercheuses de toute génération qui travaillent aujourd'hui sur les artistes femmes. Aujourd'hui, on a appelé ce partenariat TEAM, c'est un autre acronyme qui veut dire Teaching, E-Learning, Agency, Mentoring. L'idée, c'est de faire travailler des professeurs avec leurs étudiants et leurs étudiantes. Ils en choisissent 5 chacun, de telle sorte qu'on a une équipe de plus de 70 personnes qui travaillent aujourd'hui même pour produire des textes biographiques ou des articles de recherche, et ce, dans le monde entier. Donc, une équipe très internationale qui permet à AWARE d'aller chercher la recherche là où elle se fait, d'aller chercher des experts et expertes sur les artistes femmes, là où ils ou elles vivent aujourd'hui. Image suivante. Donc, on a aussi des parcours thématiques qui permettent à des publics qui ne sont pas forcément spécialistes en histoire de l'art de découvrir les grandes questions qui se posent aux artistes femmes. Par exemple, leur présence dans les transports parisiens. Vous savez que la grande majorité des stations de métro portent des noms d'hommes. Alors, je ne sais pas comment c'est à Toulouse, mais en tout cas à Paris, c'est très masculin. Donc, on a publié un article thématique là-dessus,
qui montrent que la mairie de Paris fait un effort et que, par exemple, le tramway comporte beaucoup plus de stations de noms de femmes que le métro. Image suivante. Voilà une image de nos locaux à Paris que j'espère vous pourrez visiter un jour. Vous voyez qu'il y a beaucoup de livres. On y accueille des chercheurs et des chercheuses qui viennent travailler sur les artistes femmes. Il y a des catalogues monographiques, des catalogues collectifs. On vit grâce à des achats, mais aussi beaucoup de dons, des dons d'artistes, des dons de galeristes, des dons de collectionneurs et des dons d'amateurs et de bénévoles. Image suivante. Je passe vite là-dessus, juste pour vous dire comment on partage l'information. Donc, je vous ai parlé du prix qui a lieu tous les ans depuis 2017. Ce prix consiste à donc aider une jeune artiste avec une exposition et une acquisition. Quant à l'artiste qui reçoit le prix d'honneur, c'est une dotation de 10 000 € et aussi la publication d'un livre, d'un entretien, puisque j'ai constaté en tant qu'historienne qu'il y a beaucoup moins de livres parus sur les artistes femmes que sur les hommes. On a vraiment un déficit d'information et de publication. Donc, publier un livre sur ce prix d'honneur, c'était aussi donner la parole à ces artistes qui ont souvent été ignorés ou pas assez entendus. Image suivante. Donc, voilà un petit récapitulatif de nos prix d'honneur et de nos prix Aware. Judith Riegel, Neil Yalter et Vera Molnar, Jacqueline de Jong et Marie Orensens. Et pour le prix Aware, Laetitia Badou-Haussmann, Violaine Lochu, Hélène Bertin et Tiffaine Calmette. Image suivante. Donc, les 4 artistes émergentes nommées en 2021 étaient Myriam Boulos, Sarah Wadou, Gaëlle Chouane et Mona Varichon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce matin, le prix a été décerné à Gaëlle Chouane. Vous en avez la primeur. Image suivante. Donc, un petit mot sur les quelques parcours que nous avons faits dans les foires. Donc, Art Paris en 2019 et Art Morichaud en mars 2020. Moment auquel on a aussi décerné un prix, le Aware Prize for the Armory, à une artiste noire qui s'appelle June Edmonds et qui vit à Los Angeles. Et on espère renouveler ce partenariat en 2021. J'espère que l'Armory Show aura lieu à New York en septembre prochain. Image suivante. Donc, je reviens sur cette saison Africa 2020 qui nous a permis de faire paraître 24 nouvelles notices biographiques sur le site. Et nous allons dans quelques semaines organiser un colloque avec l'École du Louvre afin de compléter ce travail de recherche sur les artistes femmes africaines. Image suivante. Donc, un petit récapitulatif des colloques et journées d'études très nombreux qu'on a pu faire depuis quelques années, aussi bien à Paris que dans les territoires ou à l'étranger. Image suivante. Une petite salle qui vous montre à quoi ressemblent nos petites histoires de grandes artistes, donc ces petites animations de quelques minutes qui s'adressent aux enfants à partir de 7 ans. Mais pour être tout à fait honnête, on constate que ces petits films plaisent beaucoup aussi aux adultes et ils ont beaucoup de succès. Donc, vous avez vu, vous voyez sur ces images qu'ils s'adressent ou ils traitent aussi bien d'artistes connus comme Dora Maar ou Camille Claudel ou d'artistes moins connus comme Tarsila Doamaral, Augusta Savage, Ima F. Clint ou encore Annie Albers. Image suivante. Les podcasts, donc c'est quelque chose que je viens de lancer et un projet auquel je pensais depuis des années qui consiste à aller chercher, là c'est la saison 2 des petites histoires de grands artistes et vous voyez qu'on va s'intéresser aussi aux artistes femmes du 19e siècle, comme Rosa Bonheur par exemple. Et donc on va continuer ces petites séries animées avec cette nouvelle saison et j'espère d'ailleurs que ces petites animations un jour trouveront leur place sur une chaîne télévisée. C'est ce à quoi je travaille aujourd'hui en tout cas. Image suivante.
Donc, un podcast que j'avais lancé en mars dernier, qui était plutôt un podcast littéraire, parce que mes premières amours, c'était la littérature. Et donc, j'ai demandé à des amis de lire des textes sur des confinements vécus au féminin. Moi, j'ai lu un texte de Marguerite Duras et de Toni Morrison. Et mes amis ont lu Virginia Woolf. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un texte anonyme, Émilie Brontë évidemment. Julie Wolkenstein a lu un livre qu'elle venait d'écrire. C'est une amie romancière. Donc c'était un très joli programme sur le confinement littéraire et la manière dont les femmes écrivaines ont vécu différentes catégories de confinement. Image suivante. Et donc, je lance depuis quelques semaines un nouveau podcast qui consiste à aller chercher dans les archives de l'INA les voix d'artistes femmes. Et c'est assez extraordinaire de trouver des trésors. Alors, Niki de Saint-Phal, évidemment, mais aussi Louise Bourgeois, Sonia Delaunay, qui, très étrangement, a été aussi pas mal interrogée à la radio, même si c'est assez tard dans sa vie. Donc, je vous invite à écouter ces podcasts qui viennent d'être lancés il y a quelques semaines. Image suivante. On a aussi, pendant le confinement, souhaité aider les artistes femmes sous forme de commandes. On a passé commande aux artistes lauréates du prix Aware, mais aussi, image suivante, on a passé une grande commande avec le CNAP à 10 artistes performeuses, parce que la performance est une technique assez difficile qui trouve difficilement ses acheteurs. Et donc, on a fait un grand appel à projet. On a d'ailleurs reçu énormément, plus de 500 réponses. Et on a choisi 10 lauréates qui ont été retenues et dont les œuvres seront publiées sur le site Aware, sur le site du CNAP et surtout dont les œuvres vont rentrer dans les collections du CNAP. Image suivante. Et enfin, pour conclure, Aware est aussi a lancé plutôt des publications. Donc, je vous ai parlé des actes de colloque et aussi des livres qu'on publie à l'occasion du prix d'honneur Aware. Chaque artiste qui reçoit le prix d'honneur a le droit à un livre d'entretien. Donc, vous avez ici un exemple du livre consacré à Jacqueline de Jong. Et j'espère qu'on va un jour faire paraître aussi une anthologie. C'est un grand projet que j'ai qui n'a pas encore tout à fait trouvé son financement. Une anthologie qui consisterait à rassembler des textes sur des artistes femmes, notamment européennes, parce qu'aujourd'hui, la plupart des anthologies publiées sont des anthologies publiées en anglais et qui ont pour objet les artistes américaines. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer un tout petit peu cette histoire américaine avec une histoire européenne. Image suivante. Et peut-être pour conclure, parce que je pensais que j'étais à la fin, mais non, on a récemment commandé une sorte de module tridimensionnel à Nathalie Crasset qui va nous permettre de faire voyager le projet Aware et de faire comprendre nos actions sous forme d'un mobilier avec des images, du texte, du son, qui permettra de porter la bonne parole d'Aware, j'espère, dans différents pays ou dans différents musées. Voilà, je crois que c'est la fin de ma présentation. Et voilà, j'étais ravie de vous parler et j'espère pouvoir échanger un petit peu avec vous. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation à la fois synthétique et complète et qui vraiment, même pour moi, c'est une révélation de la diversité, de la densité de votre action et qu'on ne peut que admirer, je dois dire. Et j'ai une question toute bête, très matérialiste. Comment Aware est-il financé? Ah là là, très bonne question. Très bonne question. Pour lancer le... Écoutez, j'ai commencé quand j'ai eu cette idée-là en 2014. J'avais pas d'argent du tout. Moi, je suis une fonctionnaire, donc avec un petit salaire. Par ailleurs, j'avais perdu mon mari, donc j'étais veuve, donc dans une situation professionnelle et personnelle assez difficile. Et pourtant, ce projet Aware me semblait très important. Peut-être parce que j'avais eu une vie difficile, j'avais envie de faire quelque chose qui compte, qui change vraiment, qui soit un peu révolutionnaire d'une certaine manière. J'avais été donc très, très frappée par l'expérience de Elle à Centre Pompidou.
par cette histoire de l'art très inégalitaire, alors que j'avais jusqu'ici l'impression que l'histoire était une discipline objective, une discipline neutre. Et je m'étais rendu compte que c'était une discipline en fait très injuste, très masculine. Donc je voulais vraiment créer un outil qui transforme profondément cette histoire et en particulier cette histoire de l'art. Donc j'ai commencé avec rien du tout. Je me suis entourée de quelques amis qui m'ont permis de créer la structure juridique. Ces amis, c'était des amis de lycée, des amis d'enfance. Pour certaines juristes, une romancière, une amie musicienne, parce qu'au début, j'avais la folle ambition de refaire l'histoire aussi bien de l'art, mais aussi de la littérature, de la musique, du cinéma. Bon, il a fallu que je me limite finalement à mon domaine d'expertise parce que j'ai connu l'extrême difficulté de lever de l'argent. Alors, j'ai commencé cette aventure avec pas un sou. Je me suis entourée d'abord de quelques amis qui avaient un petit peu plus d'argent que moi et qui m'ont permis de faire une sorte de premier modèle de site. Et puis, quelques-unes de ces amis ont ouvert leur carnet d'adresses, m'ont permis de rencontrer des chefs d'entreprise, aussi bien des hommes que des femmes. Et c'est grâce à ces chefs d'entreprise que j'ai peu à peu créé un groupe d'amis qui m'a permis d'avoir une équipe et un lieu à Paris. Alors, le mécène fondateur, c'est une marque, c'est Chanel, qui a très vite compris l'ambition de ce projet, qui en a compris aussi la difficulté. Il ne s'agissait pas de faire des expositions, il ne s'agissait pas de créer un lieu, ni de faire des événements, mais vraiment de produire de la matière grise. Et je dois dire que Chanel a eu l'intelligence et le courage de soutenir ce projet à ses tout débuts. Et j'aurais bien dit, attention, c'est un site internet, c'est de la création de données, c'est un projet très universitaire, très intello, mais c'est vraiment sur ce sujet que Chanel s'est engagé. J'ai eu ensuite très vite le soutien du ministère de la Culture, le soutien de la ville de Paris, le soutien de la DAGP. S'ils sont adjoints d'autres marques, comme par exemple Veuve Clicquot, qui m'a aussi soutenue assez vite, la fondation NJ. Mais je passe à peu près 80% de mon temps à chercher de l'argent. Donc, c'est une très bonne question. Parce que moi, historienne d'art, plutôt profil intellectuel, je dois passer beaucoup de temps, beaucoup de mon énergie à aller chercher l'argent, qui est le nerf de la guerre. Parce que j'ai aussi appris en tant qu'historienne que c'est ce qui a le plus manqué aux femmes, c'est les moyens. Et c'est aussi parce que les femmes ne se sont pas donné les moyens finalement de mener cette guerre, de construire des entreprises. Donc j'ai voulu prouver que c'était possible de le faire. Et voilà, je pense que je l'ai prouvé. Mais je suis toujours à la recherche d'argent. Je le dis avec le sourire parce que voilà, faut garder le moral. Mais nous avons... C'est pas drôle tous les jours. Nous avons entendu votre message et votre démarche et votre action, elle est d'autant plus exemplaire, étant donné... Alors évidemment, il faut que j'ajoute que Aware est une association d'utilité publique, donc les gens qui me donnent de l'argent peuvent défiscaliser la grande majorité de leurs dons à hauteur de 66%, comme vous le savez. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais que parmi l'assistance, les personnes qui ont envie de poser des questions à Camille le fassent. Evelyne? Oh, voilà. Ben oui, bien sûr. Je veux bien commencer. J'ai plein de questions, mais je sais qu'il y a ici, dans ce public très féminin ce soir, oui. Il y a des étudiants de master notamment qui ne manqueront pas, je crois, de poser leurs propres questions. Mais peut-être pour lancer la machine, alors il y a deux questions que je me posais. D'abord, c'est celles qui doivent souvent vous être posées. Est-ce que c'est une posture qui serait de l'ordre de l'essentialisme stratégique, en fait, de ce que Gayatri Spivak appelait l'essentialisme stratégique, c'est-à-dire faire comme s'il y avait
voilà, quelque chose du femme qui serait possible d'appréhender en tant que telle, avec tout ce que ça pose comme questionnement. Est-ce que c'est un peu ça qui avait au départ accompagné votre choix ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je pense Donc que c'était vraiment les une femmes. conviction. Pardon, je vous ai interrompu. Non, donc c'était vraiment du côté d'une conviction de ce que vous vouliez prouver, en fait, de ce que vous vouliez affirmer. Du coup. Alors, je suis féministe hein, dans ma manière de vivre et dans mes choix quotidiens, professionnels et je dirais presque politiques. Mais Aware est une entreprise d'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'on utilise des outils avec une grande objectivité. Je suis entourée d'historiens et d'historiennes de l'art qui travaillent donc à la fois en France et dans le monde entier avec des techniques tout à fait avérées et sérieuses, sur un matériau certes genré, mais qui a pour point commun que la grande majorité de ces artistes ont été maltraités par l'histoire. Oui. Donc elles n'ont rien en commun dans leur art du tout. Hein. D'ailleurs, la grande majorité de ces artistes ne se soucient pas d'être femmes. Elles sont d'abord artistes. Mais malheureusement, elles ont toutes été maltraitées, à quelques exemples près. Et donc, on est obligé, en tant qu'historien ou historienne d'art, d'avoir des outils particuliers pour travailler sur ce matériau. On est obligé souvent de mettre plus d'efforts pour retrouver la trace de leur travail. On dispose de beaucoup moins de publications, beaucoup moins d'informations sur la vie de ces œuvres. Ce sont aussi des œuvres parfois fragmentées, parce que les artistes femmes ont dû à un moment s'arrêter de travailler ou faire un travail commercial, ou par exemple mélanger un art plastique avec un art décoratif. Donc il y a des tas de situations qui font que les outils de l'historien doivent s'adapter à un matériau assez spécifique. En fait, c'est tout à fait extraordinaire ce que vous avez fait, et somme toute en peu de temps. Dans le vide absolu dans lequel vous vous trouviez, c'est vraiment remarquable. Alors, j'ai une équipe, hein, j'ai une équipe formidable, très engagée, qui travaille beaucoup. Et j'ai aussi pas mal de stagiaires et aussi des bénévoles qui nous aident. Et vous disiez que tous ces artistes avaient dû se confronter à beaucoup d'opposition, évidemment, ça, nous le savons. Et vous-même, dans votre démarche, est-ce que vous avez aussi dû affronter des oppositions ou est-ce que, parce que là, on a l'impression que les choses ont été assez faciles, finalement. Chanel, Veuve Clicquot, Angie, enfin, c'est pas venu tout de suite, hein, c'est pas venu tout de suite. Je dois dire que Chanel, je les ai rencontrés vraiment quasiment le jour où j'étais complètement découragée, où je me disais c'est de la folie, j'arrête. Parce que je venais de passer 2 ans à ça, je voyais beaucoup moins mes enfants, je gagnais moins bien ma vie, enfin ça me mettait moi-même dans une position personnelle très difficile. Et c'est le moment où je m'étais dit, bon, je laisse tomber, que j'ai rencontré Chanel. Et donc, voilà, ma bonne étoile m'a fait signe. Et puis finalement, j'ai construit aussi une équipe. Hein. J'ai choisi les gens avec qui je travaille, ce qui est aussi quelque chose de très important. Et donc, il se trouve que c'est que des femmes, mais j'aurais bien aimé embaucher des hommes. Enfin, ils ne se sont pas présentés ou j'en ai pas trouvé. C'est des jeunes femmes formidables, très engagées et qui évidemment font la grande majorité du travail. Hein. C'est un travail très collectif. Voilà, donc c'était difficile. Il y a encore des moments difficiles. Hein. Je ne suis pas critiquée. J'ai été un peu critiquée au début, beaucoup critiquée au moment de l'exposition au Centre Pompidou. Là, j'étais même assez souvent agressée. Aujourd'hui, après MeToo, c'est quand même une question qui est, je dirais, presque passée dans un domaine public, qui est moins, je veux dire, voilà, mon aventure est plus acceptée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Est-ce que vous évitez quand même de qualifier votre démarche de féministe auprès de vos interlocuteurs Non. Aujourd'hui, je le dis assez ouvertement, mais au moment où je travaillais sur elle, je m'interdisais par contre d'employer le mot féministe.
C'était une forme de stratégie très particulière qui m'a permis de faire l'exposition, aussi bien en interne que vis-à-vis des journalistes. Je m'interdisais le mot féministe. Alors, je l'utilisais beaucoup aux États-Unis quand je présentais l'exposition, mais pas du tout en France. Vous considérez que ça a quand même changé maintenant? Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, fort heureusement, il y a plusieurs générations de féministes, en particulier des jeunes féministes, hommes et femmes, et transgenres et gender fluides, qui se réclament de ce mouvement, et c'est vraiment tant mieux. Est-ce que ce que vous avez fait, votre innovation en présentant pour la première fois, en pouvant présenter dans les collections permanentes du Centre Pompidou uniquement des œuvres de femmes, est-ce que cela a servi de modèle pour d'autres grandes institutions? Je pense aux 2 autres grands musées d'art moderne et contemporain dans le monde, que ce que sont le MoMA ou la Tate à Londres. Est-ce que vous avez servi d'exemple? Voilà. Alors, exemple, je ne sais pas, mais au moment où je travaillais sur elle, le MoMA faisait une sorte d'exercice parallèle qui consistait à éditer un très gros livre qui s'appelle Modern Artist. Et je me rappelle à l'époque, on s'était rencontrés, parce qu'évidemment, on se connaît très bien, c'est un petit monde, le milieu d'art contemporain. Et mes collègues du MoMA m'avaient dit, c'est formidable ce que tu es en train de faire au Centre Pompidou. Nous, on ne pourrait pas au MoMA faire la même chose. Nous, on fait un livre, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Alors, comment expliquez-vous cette différence? Voilà, pourquoi? À l'époque, le MoMA n'était pas prêt, mais vous avez vu sans doute que le nouveau MoMA, tel qu'il a réouvert, comporte énormément d'artistes femmes, un accrochage beaucoup plus paritaire, et que de fait, le MoMA, je pense, s'est inspiré de ce qu'avait fait le Centre Pompidou, a beaucoup acheté d'artistes femmes. Ils avaient même un comité dédié à l'achat d'artistes femmes. Et donc, c'est un musée qui s'est inspiré de l'expérience du Centre Pompidou et aussi d'ailleurs d'un mélange entre design, architecture, film, qui est vraiment dans l'esprit du Centre Pompidou. Quant à la Tate, ma collègue et amie Frances Morris, avant d'être directrice de la Tate, était directrice des collections de la Tate. Elle a beaucoup acheté d'artistes femmes au moment où moi-même je travaillais sur elle, et elle a pu donc, étant directrice de la Tate, à la réouverture, faire un accrochage paritaire, ce qui était extraordinaire et tout à fait nouveau et révolutionnaire. Et donc tout ça, bon, je ne peux pas dire que Frances Morris s'est inspirée de ce que j'ai fait, parce que je pense qu'elle faisait déjà un travail féministe en achetant beaucoup d'artistes femmes pour la collection de la Tate. Et c'est quelqu'un qui a à peu près la même génération que moi, et je pense qu'on pense à peu près pareil toutes les deux. Donc voilà, je pense on s'inspire l'une et l'autre mutuellement. Pardon, j'ai une petite question très pragmatique. Bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai pas la caméra, mais ça ne fonctionne pas. Vous avez du coup une grande collection dans vos locaux qu'on peut consulter sur rendez-vous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et par exemple, nous, étant à Toulouse, on n'a pas accès à ces documents comme beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y aurait une envie ou un besoin de peut-être passer sur un format où vous numériseriez tout ça et on pourrait avoir accès à ces documents à distance? Alors, ces documents, c'est des livres. Vous avez accès à la liste des livres disponibles sur notre site. Et malheureusement, je n'ai absolument pas les budgets de numériser tous ces livres aujourd'hui. Ouais. Mais la plupart sont des livres. Alors, certains sont j'imagine que vous les avez dans certaines bibliothèques à Toulouse. D'autres sont des livres plus rares qu'il est effectivement difficile de consulter. Et je serais ravie de vous accueillir à Paris. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de belles bibliothèques à Toulouse disponibles, j'espère. Entre autres aux abattoirs, le centre de documentation. Voilà, avec Annabelle Ténès, qui est aussi une collègue très engagée sur ces questions-là. Oui, exactement. Et Camille, est-ce que tu ferais un corollaire entre le fait que, à l'exception de Suzanne Paget à Paris, mais jusqu'à très récemment, les directeurs des grandes institutions culturelles, à tout le moins en France, étaient des hommes et non des femmes. Et que cela pourrait expliquer ce dont tu fais mention dans ton texte pour l'exposition de 2009, Elle, au Centre Pompidou, quand tu disais que
tu remarquais que 18% dans les collections permanentes, simplement 18% des œuvres étaient réalisées par des femmes. Alors, est-ce que depuis 2009, est-ce que cette situation a évolué, d'autant plus que quand même parallèlement, et en particulier en France, on voit qu'il y a eu de plus en plus de nominations de femmes à la tête d'institutions. Tu parlais d'Emma Lavigne, on peut parler d'Annabelle Ténaz à Toulouse, d'Hélène Guenin à Nice, etc. Donc, y a-t-il eu un changement et ce changement a-t-il été notable dans les acquisitions, dans le développement des expositions consacrées aux femmes? Alors, beaucoup de questions en une, mais tu as raison de les poser ensemble. C'est vrai qu'à peu près au moment où ouvrait elle, le ministère mettait en place ce qu'ils appellent un observatoire de l'inégalité, qui est un outil très utile et très bien fait, qui a pour résultat aujourd'hui que le ministère suit de très près aussi bien les nominations à la tête des institutions culturelles, pas seulement d'ailleurs dans le domaine des arts plastiques, mais aussi bien dans le domaine du livre, de la musique, du théâtre, que les acquisitions, et là je parle des arts plastiques, qui sont suivies de près avec des statistiques qui sont publiées annuellement, en tout cas pour les lieux qui dépendent de l'État, de telle sorte qu'on voit l'évolution, alors pas forcément énorme, mais quand même une évolution assez positive, aussi bien en termes d'acquisition que de nomination à la tête des institutions. Et on note effectivement que les postes importants sont occupés par plus de femmes. Le ministère est assez attentif à ça, et je pense que même le président de la République est assez attentif à cette question-là. Alors, il y a certains musées, comme, pour ne pas le nommer, le Centre Pompidou, qui n'a toujours pas été dirigé par une femme, ni même présidé. Mais tous les espoirs sont encore permis. Voilà, donc on constate quand même une évolution positive. Oui, parce que le seul musée dans les trois grands majors, comme on dit, le seul musée qui a nommé enfin une femme à la direction, c'est la Tate avec Maria Balcho en 2017, et c'est relativement récent. Oui, alors on a quand même Laurence Descartes. Oui, pour un musée d'art moderne et contemporain. Ah oui, d'art moderne et contemporain, oui. Non, le monde change, et je pense que aux États-Unis en particulier aussi, il y a une attention particulière à ce sujet-là. De même qu'aux États-Unis, comme vous le savez sans doute, il y a aussi une attention très forte à la couleur de la peau des gens qui sont à la direction des institutions. Et ça, c'est quelque chose sur lequel la France est très, très en retard. Oui, mais Camille, ça ne suffit pas de nommer des femmes. Non. Non. Il faut certaines catégories de femmes. Tu sais, quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, oui. des profs femmes, il n'en avait pas. Après, oui. Il en a eu. Oui. Ça ne change rien. Il faut une catégorie de femmes. Il faut des femmes conscientes, il faut des femmes préoccupées de l'évolution de la société et de l'avenir et le rôle des femmes dans la société, pas uniquement dans l'art. Donc, je veux dire, quand on raconte comme ça des statistiques tant de femmes, j'en ai connu toutes les femmes qui aujourd'hui se disent féministes, je les ai connues non féministes du tout. Et c'était à la tête des musées en Paris. Mathilde a raison. Et c'est comme les résistants de la dernière heure, il y a les féministes de la dernière heure. C'est vrai. Ok, je suis extrêmement, je dois te rendre un hommage parce que vraiment, c'est ce que tu fais, c'est formidable et je regrette beaucoup avoir arrêté de travailler quand tu as commencé à faire tout ça. Eh bien, moi aussi, je regrette parce que tu nous aurais passé les livres de l'école des beaux-arts. Mais ça change tout, c'est une certaine qualité qu'il faut nommer, pas une femme. C'est vrai, tu as raison. Et de même qu'il y a des hommes féministes aussi. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Mais c'est de plus en plus... Non, c'est vrai, dans la culture maintenant, il y a... La culture, et ça a ouvert beaucoup... L'effet de cette libération des genres et des sexualités a fait que vraiment, ils peuvent se manifester tranquillement à l'intérieur des milieux culturels. Donc, je pense que tu as raison, c'est un avantage. Voilà. Enfin,
En tout cas, merci Camille. Et Mathilde avait fait un travail formidable à l'école des Beaux-Arts. Elle avait Oh, oui, une mais ça, c'est du bibliothèque, passé. Ça, c'est du passé. une bibliothèque sur les artistes femmes et le féminisme absolument géniale. Oui. Mais si tu vois, la première fois, Camille, c'est simplement pour ça, la première fois que je fais les séminaires, l'histoire de l'art, l'histoire des femmes, c'est une autre histoire, je n'ai pas trouvé à Paris un critique ni un historien qui a voulu venir parler. Ah. Et pourtant, tous ces gens-là, qui aujourd'hui ils sont là, ils étaient déjà là. C'est un philosophe, Michel Déteuf, qui a fait l'intervention pour la France. Après, ça a changé. Quand ils sont... je veux dire, donc, le travail que tu fais avec les femmes, c'est tellement essentiel et tellement nécessaire. En plus que c'est, je dois te dire, je regarde très souvent, c'est très bien fait. Et chaque fois, ça s'enrichit énormément. Vraiment, ça vaut la peine de consulter. Je vous le dis à toutes, je pense que vous le faites, mais ça vaut la peine de consulter. Tu peux écouter les séminaires, tu peux voir quantité d'informations. Vraiment, c'est très bien fait. C'est bravo. Alors, c'est un compliment d'une spécialiste qui me va droit au cœur. Non, mais c'est la vérité. Avec Laure aussi, elle fait un travail extraordinaire. Je dois le dire, c'est une très bonne idée de t'avoir vraiment aujourd'hui. C'est tout. Merci à tous les deux. Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole, poser ses questions à Camille? Sinon, on glisse doucement vers l'heure du dîner. Oui, voilà, mais s'il y a encore une ou deux questions, c'est le moment. Je voulais peut-être te demander de nous citer 3 femmes oubliées de l'histoire de l'art que tu aimerais nous partager, qui te plaisent particulièrement. Écoute, peut-être pour conclure, l'artiste qui a eu le prix d'honneur aujourd'hui, Barbara Chezrebou, qui est vraiment une artiste formidable, qui a quand même vécu en France depuis toujours, qui n'a absolument pas été reconnue par son pays, qui est à la fois sculptrice, romancière et poétesse, donc il y a cette extraordinaire inventivité dans tous les domaines, et qui, en particulier dans son travail de romancière, s'est intéressée à des personnages féminins. C'est elle qui a écrit le premier livre sur la maîtresse de Thomas Jefferson, qui a eu un grand succès aux États-Unis. Donc voilà peut-être une artiste que je voudrais citer. Reprendre aussi le personnage de Augusta Savage, que je vous ai cité tout à l'heure, cette autre artiste black, sculptrice, qui racontait qu'elle avait voulu étudier à Paris et qu'on lui avait refusé une première fois la bourse parce qu'elle était noire et que donc on ne voulait pas faire voyager une noire en France. Elle avait persisté et finalement obtenu une bourse pour venir à Paris. Et c'est là donc elle s'est formée, elle est revenue à New York. Et là ensuite, elle a créé une école qui est l'école de Harlem, où elle a aidé tous les artistes noirs, femmes et hommes, à s'éduquer. Et troisième exemple, c'est compliqué pour moi de choisir parce que dans mes 700 artistes, qu'est-ce que je peux vous citer? Écoutez, je vais finir par Camille Claudel parce que c'est à cause d'elle que je m'appelle Camille. Donc voilà, c'est plus bateau, mais... Ouais. Donc il y avait une forme de prédestination à ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, j'étais ravie de faire votre connaissance à toutes et à toutes. J'espère merci beaucoup. Bientôt. Et j'espère que nous pourrons venir, les amis du printemps de septembre, quand le Covid sera passé, parce que j'aimerais beaucoup vous emmener voir ce lieu chaleureux, à la fois rigoureux, chaleureux et intime, qu'est Ware au 110 boulevard Saint-Germain. Voilà. Merci encore, merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Parce que je n'ai pas fait le webinaire à partir de mon ordinateur et on s'est rendu compte trop tard de ce problème d'écho. Ça sera mieux la prochaine fois, mais surtout la prochaine fois, j'espère que nous pourrons nous asseoir les uns à côté des autres. Oui, ça serait mieux. Bonsoir à tous et à toutes. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.